C'est un plaisir, mesdames et messieurs, de vous retrouver encore une fois sur nouveau rendez-vous du journal en français. Les titres de ce journal. Un mécanisme onusien de suivi des violations des droits de l'homme commises au Burundi est plus que nécessaire. Après le mandat de la commission d'enquête sur le Burundi, il devrait y avoir ce mécanisme, mais au renouveler le mandat de cette commission, vous aurez des réactions qui découlent de la 45e session du Conseil des droits de l'homme et de l'ONU dans ce journal. Le Burundi devrait mettre en place un stock stratégique de carburant pour prévenir à temps aux éventuelles pénuries. Vous aurez les propositions de Gabriel Rufsiri dans ce journal. Puis, la commission Vérité et Réconciliation devrait chercher des témoins natifs des zones concernées par le travail pour ne pas fausser l'histoire. Voilà pour les titres de ce journal. Rebonjour. La commission Vérité et Réconciliation devrait approcher toutes les couches de la population pour avoir les versions possibles des massacres qui ont emporté les Burundais des provinces du sud du pays en 1972. L'appel est l'une des victimes de ces tueries. C'est au moment où la CVR a récemment annoncé que les comptes consultés certains administratifs encore en vie des localités touchées pour s'exprimer sur les faits. Les précisions avec Bertrand Ndakouli. Cette fosse commune des restes humains victimes des événements de 1972 et une autre fosse commune de 1997 sont déjà renseignées et confirmées par la commission Vérité et Réconciliation sur différentes collines de la commune Vugizo dans la province de Makamba. Selon Pierre Claver Ndaïcharie, président de la commission, la CVR est en train de confectionner les listes les plus exhaustives possibles des victimes qui ont été emportées par la crise de 1972 dans les 3 provinces sous investigation, à savoir Makamba, Bururi et Rumonge. C'est pour cela que la CVR compte approcher les administratifs en fonction lors des événements sanglants de 1972 pour s'enquérir de leur version des faits et de leurs responsabilités. Nombreux de ceux qui ont été tués étaient des Hutus. Ils ont été appelés dans une réunion de paix et d'unité dans la commune. Ils ont été appelés par le gouverneur de cette commune de l'époque en collaboration avec la police. À notre connaissance, ce gouverneur est toujours en vie. La commission Vérité et Réconciliation CVR va l'approcher pour qu'il nous parle de sa version des faits et sa responsabilité. La loi qui régit la commission nous le permet. La province de Bururi avait un gouverneur militaire et lui aussi est toujours en vie. On va l'approcher pour qu'il nous parle de ce qu'il se souvient. Auteur du livre Massacre des Tutsis dans le Sud, Nova Ninunze, orphelin des massacres de 1972 dans la commune de Vugizo en province de Makamba, interpelle la CVR à ne pas se soucier seulement à des témoignages des victimes Hutus, mais plutôt d'encourager aussi les Tutsis à témoigner sur les leurs tués dans la même crise. Les massacres à Vugizo en fait ont lieu principalement pendant la première semaine de mai. Mais dans toute la région du Sud, les massacres ont commencé le 29 avril. Le premier témoin de ces massacres, le 1er avril, qui vient de Vugizo, c'était le chauffeur de l'administrateur. Mais les massacres à Vugizo réellement ont commencé lundi, le 1er mai. Et pendant toute la semaine, les rebelles, qu'on appelait Mai Murere, avaient tout le contrôle. Les Tutsis qui ne s'étaient pas cachés, qui n'avaient pas pu fuir, étaient morts pratiquement. Et ils tuaient généralement les hommes et les jeunes garçons, pas les enfants et pas les femmes. Ce sont ces gens-là qui s'appelaient Mai Murere qui sont venus. C'était des Hutus burundais de la plaine de Nyanzalak, du Miroir, de Vugizo même, nos voisins. Et ils étaient avec des Congolais, les restes des Murere. Il n'y avait pas de Tutsis parmi eux. Sinon, ils n'auraient pas tué d'autres Tutsis, ils n'auraient pas tué seulement les Tutsis. Que les Hutus se révoltent en 1972, c'est logique parce que je pense qu'ils n'étaient pas très contents avec le gouvernement de Micombero, mais qui se révoltent en tuant les paysans Tutsis qui n'avaient rien à voir avec le pouvoir et qui étaient aussi malheureux que leurs voisins Hutus. C'est ça où le crime est, et la CVR doit bien l'identifier et donner la vérité à tout le monde. J'encourage tous les Burundais qui ont des informations à donner qu'ils le fassent. Et j'encourage la CVR à faire entendre aux possibles témoins que leur vie n'est pas en danger s'ils témoignent
Depuis donc le 15 septembre jusqu'au 26 septembre cette année, cette commission Vérité et Conciliation a lancé les activités d'exhumation des restes de corps humains dans la commune de Vugizo en province de Makamba. Vous saurez que ce travail de la CVR a été décrié depuis le début de cette année par plusieurs acteurs, dont des associations de défense des droits de l'homme et celles de défense des droits des victimes Tutsi, l'accusant d'être un outil du CNDD-FDD et de ne se soucier que des victimes Hutus seulement. Merci à Bertrand Gendakoulio. La commission d'enquête de l'ONU pour le Burundi indique que cette année a été marquée par les violations des droits de l'homme au Burundi, que ce soit pendant la période électorale ou après. C'était lors de la 45e session du Conseil des droits de l'homme et des Nations Unies qui a eu lieu ce mercredi. Pour François Hampson, l'un des 3 commissaires de la commission d'enquête pour le Burundi, même certains pays qui semblent être indifférents pour les violations des droits de l'homme au Burundi, c'est pour des raisons politiques. Suivez Madame Françoise Hampson. Nos rapports décrivent la situation actuelle au Burundi. Les raisons pour lesquelles les pays s'intéressent moins, c'est surtout une question politique et ce n'est pas dans notre mandat. Nous avons indiqué que non seulement il y a eu cette année beaucoup de violations, en partie dans le processus électoral, mais aussi en dehors de ça, il y a eu beaucoup de violations des droits de l'homme et que les violations paraissent continuer même depuis les élections, mais là, parce que c'était la période dans laquelle on écrivait notre rapport, on n'a pas pu encore corroborer les rapports qu'on a reçus du Burundi. Mais selon nos informations, il reste toujours des violations des droits de l'homme. Selon vous, après cette session, qu'est-ce qui va suivre? Donc, ça va être le processus peut-être d'adopter une résolution après pour renouveler le mandat ou pas? Ça, nous ne savons pas. Nous attendons pour voir s'il y a des pays qui vont proposer quelque chose, un suivi. Et nous ne savons pas, ce n'est pas dans nos mains. Oui, en tant que commissaire de la commission qui détient beaucoup d'informations par rapport à la violation des droits de l'homme au Burundi, quelles seraient les conséquences si une fois le mandat de la commission n'est pas renouvelé? Et dans ce cas-là, ces informations resteront dans nos rapports et ce serait aux États et aux ONG de faire ce qu'ils peuvent avec les informations dans nos rapports. Mais il n'y aurait plus de commission dans cette situation-là. Il est nécessaire qu'un mécanisme international indépendant continue de faire le suivi de la situation des droits humains au Burundi. Ce sont les propos de Maria Sarfati, représentante de la FIACAT, qui est la Fédération internationale des associations chrétiennes pour l'abolition de la torture. Elle représente FIACAT auprès des Nations Unies. C'était après cette session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies qui s'est tenue ce mercredi à Genève. Mais Sarfati exprimait sa crainte qu'une fois le mandat de la Commission n'est pas prolongé, les violations risquent d'être commises à huis clos. Suivez la représentante de la FIACAT auprès des Nations Unies. On est d'avis que les violations continuent de se perpétrer au Burundi et qu'il y a toujours une impunité qui prévaut. Et comme l'a souligné la commission d'enquête, on ne note pas de changement vraiment de fond sur cette situation qui pourrait réellement améliorer la situation. Et c'est pour ça qu'on est d'avis qu'il est nécessaire qu'un mécanisme international indépendant continue de faire le suivi de la situation des droits humains au Burundi. Alors, effectivement, je pense que de toute façon, de manière générale, l'Union européenne prône la coopération avec les Nations Unies. Et donc, évidemment, cela passe aussi par la réouverture du bureau au Burundi. Au-delà de ça, c'est vrai qu'on se rend compte que, d'une nouvelle fois, lors de ce dialogue, le Burundi a lancé des accusations à l'encontre de la commission d'enquête, notamment en qualifiant le rapport qui a été présenté par cette commission d'insultant. Donc, c'est vrai que ça laisse un peu d'espoir sur une possible coopération avec un autre mécanisme. Donc, on peut craindre évidemment que s'il n'y a pas un mécanisme indépendant qui fasse le monitoring des violations, qui les documente et qui puisse justement porter cela à la connaissance
de la communauté internationale, que cela laisse encore un plus grand vide pour laisser prévaloir l'impunité de ces violations et donc que celles-ci continuent à se perpétrer et que le cycle de violence ne s'arrête pas. Même son de cloche pour la Ligue ITK qui voit qu'il s'avère nécessaire de renouveler le mandat de la commission d'enquête sur le Burundi, étant donné que le nombre de personnes tuées et déportées disparues se multiplie. C'est ce qu'indique Angèle Nikoyagizé, président de la Ligue ITK. Angèle Nikoyagizé demande plutôt à cette commission de documenter toujours les acteurs, les cas de violation des droits de l'homme au Burundi et dénoncer les acteurs de la violation des droits de l'homme. Et la Ligue ITK, nous voyons que c'est important que cette commission soit renouvelée, surtout qu'on voit que ces derniers mois, il y a augmentation des violations des droits de l'homme. Là, à la Ligue ITK, on parle des résultats, des rapports qu'on a produits. Donc, depuis le mois de juillet, depuis par ailleurs le début du travail du gouvernement, du nouveau gouvernement, on voit que de juillet au 20 septembre, il y a eu augmentation d'assassinats, il y a eu augmentation d'arrestations. Et ces dernières 3 semaines, on voit que ça a été le pire par rapport au mois de juillet. Donc, c'est vraiment très important que cette commission soit renouvelée pour que des rapports indépendants soient produits par cette institution des Nations Unies. Comme vous savez, le travail de cette commission serait de déformer ces institutions des Nations Unies pour qu'ils puissent prendre des décisions qu'il faut. Et vous savez que ces rapports sont aussi importants pour la Cour pénale internationale qui doit s'inspirer aussi de ces rapports pour que, donc, à la fin, les auteurs de ces crimes soient punis. Et aussi, je pense que cette commission pourra aussi aider le nouveau gouvernement si, du moins, il a la volonté de protéger les droits de l'homme et punir les auteurs. 11 réfugiés burundais vivant dans le camp de Nyarugusu en Tanzanie ont été embarqués dans une camionnette des policiers par les policiers tanzaniens et ils ont été conduits dans un endroit non encore connu de la part de la coalition burundaise des défenseurs des droits humains vivant dans les camps de réfugiés CBDH et Vical, qui considèrent cet acte comme un enlèvement. Cela a été dit par Léopold Charangabo, vice-président de cette coalition. Il demande que le gouvernement tanzanien cesse à ces actes de violation des droits des réfugiés suivants. L'information que nous possédons pour le moment est que ces réfugiés étaient embarqués une camionnette par la police tanzanienne vers une destination qui n'est pas encore connue. Ces familles étaient parmi les familles qui n'ont pas encore eu un statut de réfugié. Donc, c'est pourquoi que nous craignons leur sécurité. Dans ce village Vicar, nous prenons ces actes comme des cas de violation, cas d'enlèvement qui ont été arrivés aux autres réfugiés. C'est pour cela que nous craignons donc que ces réfugiés pourront subir le même sort que les réfugiés qui ont été arrêtés de la même façon depuis 2015 et finiront d'être tués, disparus ou bien envoyés au Burundi. Vous vous souvenez des cas récents de ces réfugiés qui ont été embarqués dans une camionnette en provenance de Mutenderi et qui sont maintenant détenus dans les prisons qui se trouvent au Burundi. C'est pour cela que nous demandons au gouvernement tanzanien de cesser ces actes de violation des droits des réfugiés. Et nous demandons au HCR de jouer vraiment son rôle. Toujours page droits de l'homme. Les 4 reporters du journal Iwachu sont emprisonnés depuis 338 jours dans la prison de Bubanza.
Ils ont été condamnés par le tribunal de grande instance de Bubanza. La cour d'appel de Nangwa a confirmé même peine de 2 ans et demi de prison et une amende d'1 million chacun. Ils ont été arrêtés le 22 octobre 2019 à Bubanza. Ils se rendaient en commune de Musigati pour un reportage sur les affrontements qui opposaient des rebelles et les forces de l'ordre. Christine Kamikaze, Agnès Ndirubusa, Terence Mozenzi et Ride Halimana sont accusés de tentative d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Les organisations internationales des droits de l'homme et des journalistes demandent sans cesse les libérations parce qu'ils sont en prison pour leur métier. Le Burundi est appelé à constituer un stock stratégique de carburant dans le but de prévenir en cas de pénurie. Si rien n'est fait, le pays pourrait avoir un grand problème de carburant. C'est ce que ressort du communiqué de l'ORICOM sorti ce mardi. Gabriel Rufiri, président de l'ORICOM, demande au gouvernement de mettre en place ce stock de carburant le plus vite possible pour parier aux éventuelles pénuries. Vient de publier un date demande au gouvernement du Burundi de constituer un stock stratégique carburant dans le simple but de prévenir en cas de pénurie. Vous le savez, le Burundi, c'est un pays qui n'a pas l'accès direct aux océans, aux mers. C'est un pays qui ne produit pas des produits pétroliers, raison pour laquelle l'ORICOM à maintes reprises a demandé à ce que la constitution de ce stock stratégique soit une priorité pour le gouvernement. Malheureusement, il y a un certain temps des fonds qui ont été prélevés sur le carburant vendu au niveau des stations, donc à la pompe. L'argent qui devait constituer son stock stratégique a été détourné. Mais, comme vous le savez, ici dans notre pays, les corrompus sont devenus plus forts que l'État. Ces corrompus n'ont pas été suivis malheureusement, ils n'ont pas été poursuivis. C'est la raison pour laquelle nous interpellons les nouveaux dirigeants actuels de constituer ce stock stratégique en utilisant les fonds propres. Parce que, comme vous le savez, le Burundi actuellement vivent dans une misère sans nom, raison pour laquelle l'ORICOM demande avec insistance qu'il y ait ce stock stratégique. Imaginez que la situation géopolitique pourrait changer d'un moment à l'autre. Et vous le savez, les produits importés passent principalement au niveau du corridor nord, mais aussi au niveau du corridor sud, c'est-à-dire la voie maritime. Mais il pourrait y avoir une situation où ces deux chemins puissent être fermés. Vous le savez que la situation géopolitique change d'un moment à l'autre. Donc, un vrai leader, normalement, doit prévenir que guérir. C'est la raison pour laquelle l'ORICOM insiste sur la prévention. La prévention consiste à prévenir. Voilà, c'est par cet appel de Gabriel Rufiri que je mets en point final à ce journal. Et merci de nous avoir suivis. Au revoir et au prochain rendez-vous. Je vous rappelle que ce journal peut être également suivi sur nos comptes de Facebook et de Twitter. À bientôt.